l'Afrique, que l'on va tout simplement asservir, coloniser. Et cette colonisation, c'est une autre façon de concevoir ce monde hiérarchique, c'est-à-dire ce monde fait de dominants et de dominés, dont les marques les plus remarquables sont notamment le statut de l'indigénat. Qu'est-ce que c'est que le statut de l'indigénat? C'est ce statut prescrit à l'homme colonisé ou à la femme colonisée qui considère que les droits auxquels ils ou elles peuvent aspirer ne sont pas les mêmes que les droits auxquels les gens du Nord peuvent ou doivent aspirer. C'est la confirmation d'un système international à deux étages. Un avec ascenseur, l'autre sans ascenseur. Ça a été la première malheur. Elle est fondatrice. Car d'un certain point de vue, elle n'a jamais été abolie. Pas totalement abolie, j'y reviendrai dans un instant dans la matérialité des faits, mais certainement pas abolie sur le plan des esprits. Il y a une deuxième malencontre que l'on a sous-estimée, là aussi parce que nous ne savons regarder que notre nombril. Vous savez, cette partie de la personne humaine vers laquelle se concentrent tous les regards de l'égoïste. C'est la Première Guerre mondiale, et notamment cette fameuse paix de Versailles. Il faudrait en cette année, cette année, du centenaire, automne prochain, de la signature de la paix de Versailles, imposée et non négociée, d'ailleurs, soit dit en passant, faire la vraie histoire de la paix de Versailles, qui n'a jamais été faite. Car nous avons une histoire mythique de la paix de Versailles, où on voit ce bon monsieur Clémenceau sur ce fameux balcon, pas balcon d'ailleurs, cette véranda, où il discute paisiblement avec ses trois compères, l'italien Orlando, le britannique Lloyd George et l'américain George Wilson. En réalité, les choses sont bien différentes. Elles sont bien différentes parce que derrière la paix de Versailles, il y avait le premier vrai projet de puissance des vieilles puissances sur le Sud. J'en veux quelques exemples. Le premier exemple qui est tout à fait extraordinaire et dont on ne parle jamais, c'est la paix de Versailles dans ses rapports à l'Extrême-Orient. Vous savez que le Japon était entré assez tôt en guerre du côté des Alliés et rejoint plus tard par un empire en pleine décomposition qui était l'empire chinois. Il était d'ailleurs tellement en décomposition cet empire chinois qu'on ne savait pas avec qui il fallait négocier. Et on le savait d'autant moins que par précaution, il y avait deux délégations chinoises parce que l'unité même du gouvernement chinois de l'époque était mise en question. Alors il y avait un monsieur très bien élevé qui était en fait un Chinois d'Amérique, très proche des États-Unis, où il a d'ailleurs fini sa vie dans l'enseignement de l'université américaine, et puis un autre Chinois de Trinidad et Tobago, avec les choses ne s'arrangent pas, et qui lui était peut-être plus distant par rapport au cercle américain qui était en passe de devenir dominant. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fallait faire à tout prix entrer en guerre la Chine qui n'en finissait pas de se décider. D'ailleurs, il n'y avait personne pour décider. Et Woodrow Wilson, président des États-Unis, à une époque où les États-Unis n'étaient pas eux-mêmes entrés franchement dans le conflit, mais avaient déjà marqué leur sympathie vis-à-vis des Alliés, avait initié des négociations secrètes avec le pseudo-gouvernement chinois, en lui disant, bah, écoutez, c'est dans votre intérêt d'entrer dans le conflit, parce que nous allons gagner. Et si nous gagnons, nous allons reprendre à l'Allemagne ses possessions chinoises, la presqu'île du Shandong, où se trouve la fameuse ville de Tsingtao, producteur de cette bonne bière. C'est les Allemands qui ont effectivement installé les brasseries là-bas, vous voyez que le monde est petit. Et ça, les Allemands vont le perdre, puisque vous êtes défaits, et on vous le donne. Alors c'est une bonne idée, n'est-ce pas, entrer en guerre avec nous. Et les Chinois ont finalement accepté le marché. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que parallèlement, Wilson, entrant en contact avec les Japonais, dit à peu près la même chose aux Japonais. C'est-à-dire les Allemands vont être défaits, ils vont perdre leurs possessions en Chine, on va vous les donner à vous. Il ne faut jamais promettre la même chose à deux personnes différentes. Et alors là-dessus, il y a eu un coup de prestidigitation diplomatique absolument extraordinaire.
c'est que le délégué japonais, qui était un monsieur extrêmement futé, voulait à tout prix que le lot revienne à l'empire du soleil levant, et pas aux Chinois, qui étaient sous-développés, des provinciaux, aux regards, aux yeux des Japonais. Alors il a trouvé un stratagème extraordinaire. Il a proposé que dans la paix de Versailles soit inclus un texte proclamant l'égalité absolue des races à l'échelle humaine. Wilson, fils d'un pasteur sudiste, encore tout nappé d'esclavagisme, pas question. Ah non, 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 veto. Plus exactement, veto. Et le projet n'est pas passé. Et c'est là que le diplomate japonais a été génial. Il s'est retourné vers la délégation américaine. Bon, n'avez pas voulu de notre projet, d'accord. Vous avez mis votre veto, d'accord. Vous n'allez pas le mettre deux fois. Puisque vous avez mis veto sur ce projet-là, ce coup-ci, vous nous donnez le champ de l'eau. Vous nous donnez les concessions allemandes en Chine. Et ça, c'est un truc qui marche dans une négociation. Vous savez bien, avec vos parents, vous faites ça. C'est-à-dire, vous leur demandez un truc impossible, ils disent non. Bon, mais tu ne peux pas me dire non deux fois, alors demain, tu me laisses aller chez Toto pour y passer la soirée. C'est un truc bien connu. Et ça a marché. Et alors, ce qui est extraordinaire, après je reprends un cycle plus rapide d'expression, rassurez-vous, et ces anecdotes sont formidables. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y avait un homme qui n'était pas invité à la conférence de Versailles, mais qui, par ses espions, avait tout entendu. Et cet homme, vous le connaissez tous, c'était Vladimir Ilitch Lénine. Lénine, l'URSS, qui venait à peine de s'installer, qui était exclu, bien entendu, de la paix de Versailles, mais qui laissait traîner ses espions. Il entend cette magouille. Et que va-t-il faire? Il va immédiatement aller cafeter à la délégation chinoise. Donc, il y a un très mauvais coup qui se prépare pour le coup. Et c'est la raison pour laquelle la fameuse grande manif, la première grande manif nationaliste qui a eu lieu en Chine, et qui va marquer le point de départ du Parti communiste chinois, celle du 4 mai 1919, on en a d'ailleurs pas mal parlé à l'occasion de son récent centenaire, va se faire sur des thèmes très nationalistes, anti-occidentaux, et ce point de départ va être celui du mariage du nationalisme avec l'anti-occidentalisme. Et en quelque sorte, le point de rupture définitif de ces relations qui commençaient à se tisser entre la Chine et l'Occident. Car, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant tout le XIXe siècle, les penseurs et philosophes chinois étaient très influencés, ceux en tous les cas qui étaient modernistes, par la pensée occidentale, Rousseau, le siècle des Lumières, Titi et Tata, et ça c'est terminé. Et ça a été justement cette prise en charge du nationalisme chinois par le Parti communiste, dont le créateur est M. Chen Duqiu, vous avez peut-être entendu parler, Chen Duqiu, qui va ensuite entraîner un obscur bibliothécaire de l'université de Pékin, un certain Mao Zedong, dans son sillage, et l'affaire est lancée. Donc vous voyez, très intéressant, cette manière dont la paix de Versailles a contribué fortement à cette coupure profonde entre le Nord et le Sud. Alors, a fortiori, avec le Moyen-Orient, vous avez tous entendu parler de Sykes-Picot, de la division des possessions ottomanes dans le monde arabe réparties entre la Grande-Bretagne et la France, contrairement là aussi aux promesses faites par un certain colonel Lawrence qui avait promis aux Arabes de recouvrer leur indépendance. Non, pas du tout. Allez, c'est reparti pour un nouveau tour colonial. Et l'Afrique qui s'était saignée déjà, notamment à travers ces tirailleurs sénégalais pour libérer l'Alsace-Lorraine, qui va en être pour ses frais, et donc il y a bien là un progrès dans la coupure entre le Nord et le Sud. Troisième malencontre, c'est la décolonisation. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé dans mes analyses, c'est que la décolonisation, on a pensé qu'elle marquait la fin d'un monde, a surtout consacré la continuité. La décolonisation est probablement l'un des événements, sinon l'événement le plus raté de notre XXe siècle. Et la confusion, les ratages, les échecs, les ambiguïtés qui accompagnent cette décolonisation expliquent comment la faille va se renforcer entre le Nord
et le Sud. Alors pourquoi la décolonisation a été ratée? Elle a été ratée pour beaucoup de raisons. La toute première, et que l'on ne met pas suffisamment en valeur, c'est que contrairement à ce qu'un anachronisme nous souffle aux oreilles, la décolonisation, ce n'était pas la construction de nouveaux États-nations souverains. Ce n'était pas cette extension du système westphalien à l'ensemble de la planète, Afrique en particulier. Non. Tous ceux qui ont été les leaders de ce grand moment de décolonisation, les Nkrumah, les Sékou Touré, les Lumumba, les Nyerere, les Jomo Kenyatta, enfin, il y en a un très grand nombre encore que je pourrais citer, ce n'étaient pas des adeptes de la construction d'un État-nation. Pourquoi allons-nous construire des États-nations en Afrique? Pourquoi allons-nous faire dans l'Afrique du XXe siècle la même chose que les Européens ont fait à la fin du Moyen-Âge sur leur continent? Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même économie, ce n'est pas la même structure sociale, ce n'est pas la même mémoire. Donc ce n'est pas imitable. Et le grand, je vous conseille de suivre le grand de la décolonisation qui était le Ghanéen Kwame Nkrumah, qui a été d'ailleurs le premier président noir d'Afrique, si on accepte le cas particulier du Libéria. Nkrumah lui-même a écrit cette chose tout à fait remarquable en disant surtout ne cherchons pas à construire un État sur les dépouilles de l'administration coloniale. Car là, on va se faire avoir. On va se faire avoir parce qu'il ne marchera pas, cet État, il n'aura pas les moyens d'assurer sa subsistance, et donc il va être à nouveau colonisé d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle le post-colonialisme. Ça n'a pas loupé, c'était un vrai visionnaire. Le grand rêve de ces grands émancipateurs, et notamment de leurs deux parrains qui étaient tous les deux issus des Caraïbes, du monde afro-américain, c'est-à-dire George Padmore et Webb Du Bois. Webb Du Bois, du bois. Oui, du bois. C'est un ancien issu de la colonisation et de l'esclavagisme français. Webb Du Bois, qui était le premier Africain, enfin, afro-américain à entrer à Harvard. Et Webb Du Bois, George Padmore, qui lui était d'origine trinidadienne, disait, mais finalement la solution c'est le panafricanisme. C'est de construire une nouvelle entité politique à l'échelle de l'Afrique tout entière où on pourra unir nos forces pour être efficace et avoir du poids. Mais pas de découpage post-colonial. Donc ça a échoué, donc ça ne s'est pas fait, donc on a importé le modèle étatique européen en Afrique. Comment voulez-vous qu'il se greffe sur la réalité, l'histoire et la culture africaine? Du coup, ces États artificiels se sont tous soit effondrés, soit affaiblis, soit crispés dans des autoritarismes dictatoriaux et souvent militarisés. Bref, l'échec complet, l'échec complet. Mais ce n'est pas le seul échec de la décolonisation. L'autre échec de la décolonisation, il faut bien l'avoir en tête, c'est qu'à mesure que se produisait cette décolonisation, en gros, 1947, l'indépendance de l'Inde, jusqu'à 1975, l'indépendance des dernières colonies portugaises, de 1945 à 1975, on est passé de 51 États membres fondateurs des Nations Unies à 193 aujourd'hui, et cependant, rien n'a changé. Rien n'a changé dans le droit international, mais rien n'a changé dans les institutions internationales. Les Nations Unies n'ont pas modifié leur charte. Les agences onusiennes n'ont pratiquement pas changé. Le Conseil de sécurité a la même allure. Et du coup, l'Afrique et l'ensemble du monde décolonisé se trouvent complètement exclus de la gouvernance mondiale. Alors, quand on n'a aucune chance de pouvoir participer effectivement à la gouvernance mondiale, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Oui, mais quand on se dit que même si on se bat, on n'aura rien. Quand vous ne pouvez rien décider, que tout est décidé à votre place, ben on râle.
On râle. C'est l'invention de cette forme nouvelle et inconnue jusque-lors de diplomatie qui s'appelle la diplomatie contestataire. C'est-à-dire qui est contestataire de l'ordre international à défaut d'en être co-gérant. Et ça a commencé avec Bandung, la grande conférence des Afro-Asiatiques en 1955 en Indonésie, c'est continué avec le mouvement des non-alignés, avec le groupe des 77 qui sont maintenant 134, c'est-à-dire tous ceux qui se considèrent comme exclus du club de la décision internationale. Et nous nous trouvons ainsi dans ce monde redoutable que nous ne voyons même pas depuis notre Île-de-France, à savoir un monde dans lequel une minorité d'États gouverne et les autres râlent. Et vous croyez que ça peut durer éternellement? Comment ça ne peut pas durer éternellement? Surtout qu'intervient la quatrième malencontre, il va falloir que j'accélère, on va rater les trains, qui est la mondialisation. Parce que la mondialisation, vous savez, la mondialisation, ça je le dis en particulier pour nos amis étudiants, prenez-la très au sérieux. On ne sait pas encore la définition sociale, on ne sait pas ce que c'est que la mondialisation. Mais prenez conscience du fait qu'elle transforme totalement le jeu international. Les gens de ma génération, on voit quelques-uns dans la salle que je salue confraternellement, ont eu cette chance extraordinaire que vous, jeunes, vous n'avez pas, c'est que nous avons vécu successivement dans deux mondes. Moi, je suis né, j'ai passé ma jeunesse dans un monde international. Et maintenant, je ne me rends compte qu'avec difficulté, mais j'ai quand même fait 40 ans de sciences politiques, que je suis dans un monde non plus international, ça n'existe plus, hein, international. On est dans un monde mondialisé, dans un monde globalisé. N'en déplaise à ceux qui ont fait 24% hier soir, nous sommes dans un monde globalisé. C'est comme ça. C'est pas un choix. Il n'y a personne qui a passé une loi pour dire désormais le monde est globalisé. C'est la révolution des communications, la révolution des technologies. Et ça a quantité d'avantages. Mais ça transforme le jeu international de trois manières. Premièrement, le monde désormais est un monde inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire un monde inclusif? C'est-à-dire un monde dans lequel, sauf les Palestiniens, tout le monde est inclus dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis Adam et Ève, le monde est unique. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que nous avons inventé avec la mondialisation le système social le plus inégalitaire qui soit. Un Burundais, c'est 600 $ par habitant et par an de produit intérieur brut. 600 $. La même chose pour un Luxembourgeois, c'est 110 000 $. Inégalité extraordinaire. Donc nous sommes dans un monde d'inégalité, avec cet amendement terrible, qui est que, autrefois, quand on était inégal, on ne s'en rendait pas compte. Parce que, autrefois, l'inégalité était invisible. Elle était beaucoup plus forte. Il y a un siècle, et il y a même 50 ans, les inégalités étaient incroyablement plus importantes dans le monde. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça ne se voyait pas. Le pauvre qui mourait de pauvreté n'aura jamais su qu'il y avait des riches et des puissants. Il prenait son destin pour une fatalité souvent divine. Là maintenant, tout le monde voit tout le monde. Le riche voit le pauvre voit le riche, le faible voit le puissant. Et ça change tout. Parce que cela enclenche un comportement de frustration et de révolte. Deuxième caractéristique de la mondialisation, après l'inclusion, c'est l'interdépendance.